faire cette intervention en cette manière, on parle de culture scientifique, vous ne pouvez pas faire l'économie de faire intervenir une chercheure sur le sujet et de sortir des opinions. Je pense qu'on vient de la tomber. Merci Héloïse. Je suis particulièrement ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui parce que, Antoine Petit, je dois dire, c'est la première fois que j'étais invitée à un colloque sur cette question, au Collège de France en particulier, et en France de manière générale. Je suis en fait ingénieure agronome de formation de l'École nationale supérieure agronomie de Toulouse, et il y a pas mal d'années déjà, il y a plus de 20 ans, et me suis intéressée en fait à cette question de communication scientifique depuis des années. J'ai voulu en fait faire une thèse, donc un PhD ici en France. Comme vous savez, il est très difficile en France de changer, de passer des sciences fondamentales aux sciences sociales. C'est quelque chose qui ne se fait pas très facilement. Et je suis donc allée aux États-Unis pour faire une thèse à Cornell University, m'intéressant plus particulièrement à la communication scientifique liée aux OGM. En fait, en tant qu'ingénieur agronome, je me suis spécialisée sur les biotechnologies végétales. J'ai donc fait une thèse sur les opinions publiques liées aux OGM, comme vous savez, donc quelque chose qui n'est pas si facile à comprendre. Je suis ici de nouveau parmi vous pour vous donner plusieurs axes de recherche et de points à discuter qu'Héloïse et moi nous tenons particulièrement à aborder aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais contester l'idée que ceci est une question qui intéresse la France uniquement. Je dirais que ceci est une question globale. Les sciences sont en global, les chercheurs opèrent dans un monde global, les laboratoires de recherche sont internationaux et nous ne pouvons pas dire qu'adresser cette question en prenant en compte seulement le contexte français va résoudre les problèmes que nous avons à faire face aujourd'hui. Nous nous confrontons tous autour du globe à une problématique qui est la même. D'abord, les connaissances scientifiques produites par les organismes de recherche se développent plus vite que la capacité des sociétés à engager les publics de manière rigoureuse, à favoriser une participation, si vous voulez, dans des questions qui sont très souvent bien plus sociales, éthiques et légales que uniquement scientifiques, et finalement qui produisent des controverses bien plus rapidement que notre capacité à les gérer. Je vois que Dominique hoche de la tête et nous sommes tous d'accord sur cette question. Deuxième cas, les attitudes du grand public envers des sciences, et particulièrement les sciences controversées, sont bien plus complexes que l'on voudrait le croire. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas en ligne avec le consensus scientifique. Et en ce moment, Twitter, quelqu'un nous a adressé, Louise, nous demandant de définir quel est le consensus scientifique, ça serait quelque chose d'intéressant. Mais aussi parce qu'en fait, nous avons tort de parler de la science, avec un grand L et un grand S. C'est là où nous faisons une erreur, parce qu'en fait, les sciences existent bien, les méthodes d'exploration scientifique sont nombreuses et variées, et les attitudes du public envers les sciences, je dirais, est aussi une erreur, puisqu'il ne s'agit pas d'un public, mais bien des publics que Dominique adressait, avec chacun des mécanismes psychologiques qui expliquent leurs attitudes bien diverses, en dépendant du contexte culturel. Évidemment, aux États-Unis, tout le monde pense aux idées du réchauffement climatique, évidemment. Mais en France, et ma collègue Suzanne de Chevillet dans la salle et va être la modératrice d'un des ateliers, en France, nous avons aussi si vous voulez, des contextes sociaux très précis qui réagissent de manière diverse et variée à un consensus scientifique aussi très divers et varié. Je pense par exemple en ce moment la réaction vers les vaccins, par exemple. Donc nous avons ce problème aux États-Unis, nous l'avons en Allemagne, nous l'avons en France. Il serait bien dommage que nous ne puissions pas mettre toutes nos têtes autour de ce problème pour voir quel est le meilleur engagement des chercheurs pour faire face à cette question particulière. Troisièmement, le nombre des médias dédiés à la médiation scientifique est en déclin. Et c'est ça quelque chose que nous voyons de manière globale, c'est-à-dire donc que les colonnes pour les journaux vont utilisées pour faire de la médiation scientifique sont de moins en moins variées, et c'est un constat que l'on constate aux États-Unis, mais aussi en France, même si la tendance est plus ralentie en France. 86% des Français ont maintenant accès à l'Internet, et un rapport en 2017 a souligné
que 38% des Français utilisaient de manière primordiale pour l'accès aux nouvelles les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'en fait, si nous voulons trouver les Français, effectivement, nous pouvons les trouver dans les écoles élémentaires, et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut écarter, toutes les approches sont nécessaires, mais certainement s'appliquer aux réseaux sociaux et s'appliquer sur ce que l'on sait en tant que communication scientifique qui est efficace sur ces réseaux sociaux est absolument primordial. Donc tout ça me conduit à parler un petit peu de mon domaine d'études. Je suis donc professeur en sciences sociales à l'Université de Wisconsin-Madison, aussi la directrice d'un des seuls départements qui s'inquiète particulièrement de la communication scientifique, Life Science Communication, à l'Université de Wisconsin-Madison. L'autre département qui fait la même chose, c'est à Cornell University, où j'ai fait ma thèse. Dominique a souligné l'exemple des thèses en 5 minutes en disant quel est en fait l'intérêt de ce genre d'approche. C'est une question de sciences sociales. Est-ce efficace? N'est-ce pas efficace? Est-ce que ça convainc certains publics et un autre et pas un autre? Et dans quel contexte? Tout ça, ce sont des questions que les sciences sociales peuvent adresser, et particulièrement ce que nous appelons les sciences de la communication scientifique. Les sciences de la communication scientifique ont démontré, comme Héloïse l'a dit, qu'une diffusion simple des connaissances, une explication avec des langages simples, ne sont pas particulièrement efficaces pour convaincre différents publics de la nécessité de prendre des sciences en compte dans leur quotidien. Et les vaccins sont nouveau un exemple qui vient à l'esprit. Nous utilisons tous des filtres psychologiques pour comprendre des sciences qui nous sont vraiment souvent complexes. Et quand je dis nous, je veux dire nous tous dans la salle. Évidemment, je suis généticienne par formation, donc peut-être que quand je m'intéresse au génie génétique, je vais avoir une approche qui en compte mes connaissances, mais je suis homo sapiens quand je m'intéresse à d'autres aspects scientifiques. Et nous avons montré qu'en fait, pour certaines questions, ce sont nos vues religieuses qui sont prises en compte, vous hochez de la tête, nous pouvons en discuter. Dans d'autres contextes, ce sera notre idéologie politique, etc., etc. Nous avons donc des raccourcis mentaux que nous appliquons pour comprendre certaines sciences qui nous sont éloignées. Il est important de souligner que l'Académie des sciences américaines s'est rendu compte de l'importance des sciences de la communication scientifique et a dévoilé un rapport sur la question qui a été publié en 2017, que je peux envoyer à ceux d'entre vous qui sont intéressés, que l'Académie des sciences léopoldine, la plus conservatrice Académie des sciences, si vous voulez prendre la rapproche, en Allemagne, s'est aussi intéressée à la question. J'ai fait partie d'un colloque à Hannover l'hiver dernier, où il y avait donc l'Académie des sciences inter-européennes, américaines, léopoldine, etc., en se disant comment effectivement prendre en compte ces sciences de la communication pour engager les chercheurs et pour favoriser des publics qui prennent en compte l'aspect scientifique, etc. Donc en fait, il y a une réalisation globale, si vous voulez, et je pense qu'aujourd'hui ce colloque aussi souligne que la France en est consciente, qu'il nous faut un changement de culture. Il est extrêmement important que nous ayons une implication des chercheurs de part du fait des réseaux sociaux, de part du fait de ces médias qui disparaissent, de part du fait que la science avance plus vite que la capacité des publics à les prendre en compte. Ceci est déjà en cours aux États-Unis. Et je dois dire, je suis française, hein, donc je peux le dire sans vous m'accuser d'anti-française, que c'est en train de se passer de manière plus rapide aux États-Unis qu'en France. Que nous avons donc des progrès à faire dans cette question. En tant que Française, en tant que professeure aux États-Unis qui est impliquée dans ces recherches, pour moi c'est aussi une question d'orgueil national. Je ne veux pas que la France soit à la traîne. Ça paraît un peu peut-être ridicule à dire, mais il est vrai qu'il est extrêmement important pour nous, Européens, qui sommes aux États-Unis, parce qu'en France, nous n'avons pas, si vous voulez, le contexte pour pouvoir participer à ces travaux, que la France aussi prenne conscience de l'importance de toutes ces questions. Et là, les ateliers de travail, en s'impliquant particulièrement sur les aspects pratiques, démontrent de l'intérêt aujourd'hui à trouver des réponses vraiment ciblées, pratiques,
et qui vont répondre aux questions du jour. Je vais finir pour vous donner juste un exemple de la différence de culture entre les États-Unis et la France. Nous avons conduit une étude parmi les scientifiques qui travaillent dans la biologie synthétique. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons trouvé les auteurs qui avaient publié ces 2 dernières années dans ce domaine. Nous avons fait donc une enquête sociale et nous avons montré que plus de 50% de ces chercheurs utilisaient déjà les réseaux sociaux pour discuter avec des publics sur les questions relatives à leur science, donc une science controversée. Donc, pas café scientifique, etc., ou lycée, etc., mais vraiment au niveau des réseaux sociaux. Quand on leur a demandé s'il était important pour les chercheurs de s'impliquer pour discuter avec différents publics, 75% d'entre eux ont dit qu'il est extrêmement important de le faire. Donc 25% de plus que ceux qui le faisaient. Et donc, quand nous avons fait en fait des études statistiques pour voir ce qui expliquait ces différences d'attitude, nous avons montré que d'abord, le fait d'être formé, la formation professionnelle en sciences de la communication était primordiale. Deuxièmement, la connaissance des sciences de la communication, savoir qu'en fait il y avait des connaissances qui pouvaient être appliquées, que ce n'est pas juste de l'intuition, que c'est une question scientifique qui peut être, on peut répondre avec des questions scientifiques. Et troisièmement, le soutien des institutions dans lesquelles ils travaillent et les institutions nationales pour répondre à ces questions. J'étais donc ravie de voir que c'est les questions que nous allons adresser aujourd'hui. Et je pense qu'en réfléchissant tous ensemble dans les ateliers de travail, nous pouvons d'abord souligner quelle recherche est encore nécessaire pour répondre aux questions que nous pensons importantes et aussi quels sont les axes pratiques que nous pouvons développer pour pouvoir répondre de manière efficace aux questions dont nous faisons face aujourd'hui. Donc je vous invite aux ateliers de travail. Héloïse, tu veux dire quelques mots? Merci beaucoup.